Bon, eh bien écoutez, merci d'être venu. Il y en a pas mal, je crois, qui ont préféré aller se promener à la campagne, avec le beau temps qu'il fait. Ouais. Ils verront ça sur Internet. Et alors, je vous signale que la dernière conférence a fait des malheurs. Ah bon, ah bon? Je crois qu'on n'est pas loin des 200 000 vues. Oui, c'est moi. 200 000? Pas loin des 200 000. D'après les derniers chiffres que j'ai eus par mon collaborateur qui met les conférences en ligne, c'est vraiment... Donc, c'est bien, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Alors, il est évident qu'il est dommage que les chiffres que l'on retrouve au point de vue visionnage sur Internet n'aient pas la correspondance au point de vue assistance physique. C'est un peu dommage. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, donc, pour répondre à votre question, Oui. le titre de la conférence. Oui, ouais. Vers la Troisième Guerre mondiale, point d'interrogation. C'est un petit peu la suite, en fait, c'est un petit peu la suite de la conférence du mois dernier. Absolument. Bon, alors, première observation, les guerres ne commencent jamais à la date indiquée dans la presse ou plus tard dans les manuels d'histoire. Ça commence bien avant par une succession de décisions, de hasards plus ou moins fortuits ou provoqués, qui fait que la machine infernale est lancée et que ça va éclore à terme plusieurs années après. Pour un je ne sais rien. Et c'est le cas quasiment de toutes les guerres. Il y a un long cheminement avant que ça n'éclate. Et on en a eu deux exemples flagrants avec les deux premières guerres mondiales, qui toutes deux ont découlé des mêmes causes politiques et économiques, et cela mérite tout de même quelques rappels historiques. Alors, en ce qui concerne la Première Guerre mondiale, je voudrais rappeler deux déclarations absolument révélatrices des véritables forces qui étaient derrière cette déclaration de guerre. On ne peut pas être plus clair que ça. Alors, l'une était d'un certain André Lebet, qui était l'une des autorités maçonniques françaises de l'époque, qui proclamait à propos de la guerre de 1914 qui était en cours: la lutte actuelle est la continuation de celle qui s'est ouverte en 1789. On ne peut pas être plus clair que ça. Et puis celle aussi, tout aussi révélatrice, qui confirmait la première, faite à la conférence maçonnique de Lisbonne le 13 mai 1917 par le grand maître portugais du Grand Orient de Portugal, Magalhães de Lima, qui disait: la victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. Le triomphe des principes maçonniques. Plus clair que ça. Donc voilà pourquoi des millions de jeunes hommes ont été envoyés au massacre, quel que soit le camp, pour favoriser l'avènement de ces principes maçonniques. Donc cette hécatombe de 14-18 a été voulue, et comme disait celui que j'ai cité en premier, pour prolonger les prémices qui avaient commencé avec la Révolution de 1789, celle que j'appelle toujours la Révolution dite française, parce qu'elle a été tout sauf française, de par ses principaux intervenants,
que vous ne trouvez pas dans les manuels d'histoire de la République. Et c'est intéressant, j'en ai déjà parlé, mais j'avoue que je suis toujours tenté de revenir sur cela, parce que c'est tout de même très, très révélateur. Même un homme comme Robespierre avait perçu le danger de cette faune d'étrangers. Et étrangers non seulement francs-maçons, bien entendu, quasiment pour la plupart, mais aussi d'une certaine communauté, pour pas vous la nommer. Et justement, c'est ce qui l'avait fait réagir, notamment vis-à-vis d'un individu assez particulier, un certain Anacharsis Clotes, qui est un élément, qui a été un élément fondamental du déroulement de la Révolution dite française, et même là encore, si les manuels d'histoire de la République n'en parlent pas. Donc, même Robespierre se demandait qu'est-ce que ces individus, ces étrangers, venaient faire chez nous. Je voudrais rappeler à ce propos-là ce que déclarait Léon de Poncin dans son analyse sur la maçonnerie d'après ses documents secrets qui ont soutenu la guerre de 1914. Et il dénonce qu'en réalité, c'était une guerre juive et maçonnique, peut-être provoquée, en tout cas utilisée par eux pour l'accomplissement de leur but. Ils furent en fait les grands bénéficiaires de la paix de Versailles par la chute des monarchies européennes. C'est un des éléments fondamentaux du déclenchement de cette guerre. Par la chute, le démembrement plutôt de la catholique Autriche et le transfert entre des mains juives de la suprématie financière, la création de la Société des Nations, réclamée et annoncée depuis longtemps par les Juifs et les loges à leur suite. Fin de citation. De son côté, la Revue internationale des sociétés secrètes, qui était dirigée à l'époque par Monseigneur Join, rapportait le 15 septembre 1912 le mot du haut franc-maçon suisse au sujet de l'héritier d'Autriche, l'architecte François Ferdinand. Il est bien, c'est dommage qu'il soit condamné. Il mourra sur les marches du trône. Et effectivement, le 28 juin 1914, l'héritier au trône d'Autriche, le grand-duc François Ferdinand et sa femme, tombaient assassinés à Sarajevo. Ce fut l'étincelle pour lancer cette guerre. Les 8 assassins dont on a eu connaissance par la suite sont Gabrinovic, Grabès et Gavrilo Princip, apparemment ce dernier juif en tout cas, étaient tous membres de la société maçonnique secrète serbe Narodna Obrana, qui était à peu près l'équivalent des Carbonari italiens. Donc voilà, si je vous cite tout ça, ces petits rappels, c'est pour bien situer le décor. Dès le départ, c'était une entreprise maçonnique et juive. Et en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, le processus et surtout la motivation furent exactement la même. Et on peut noter qu'à l'assassinat du grand-duc François Ferdinand et de sa femme en 1914, allait répondre l'assassinat du diplomate allemand Ernst von Ratz. Par qui? Par un terroriste juif Herschel Greenspan le 7 novembre 1938
un mois après les accords de Munich, qui mettaient à mal leur projet belliciste. Donc vous voyez, rien n'arrive par hasard. Tout est une succession de volontés dans un sens ou dans l'autre en vue d'arriver à un résultat précis. Et il est évident que cet assassinat allait aggraver le sentiment anti-juif en Allemagne, qui déjà était exaspéré par ce qui s'était passé après la défaite de l'Allemagne en 1918 et la mainmise juive sur l'économie allemande. Et c'est cela qui a participé à l'arrivée au pouvoir d'un certain Adolf Hitler, du fait de ce sentiment d'exaspération des populations allemandes. Et il est tout de même bon de rappeler que le chancelier Hitler n'est pas arrivé tout seul au pouvoir par un coup d'État, il est arrivé au pouvoir démocratiquement élu par les populations allemandes. Petit rappel, parce qu'évidemment, ce genre de choses sont occultées dans l'histoire officielle. Et il allait en découler, justement, devant cette montée du sentiment anti-juif en Allemagne, et l'arrivée du chancelier Hitler, il allait en découler cette fameuse déclaration de guerre du monde juif à l'Allemagne, qui figurait en première page du Daily Express du 24 mars 1933. C'était en anglais, je vous le cite. Judea declares war on Germany. Ce qui veut dire, le monde juif déclare la guerre à l'Allemagne. Et à partir de là, la propagande belliciste allait se déchaîner, poussant l'Angleterre et la France à déclarer la guerre à l'Allemagne sans en être préparés ni l'une ni l'autre. Mais pour les bellicistes, ce qu'il fallait, c'était déclencher le processus avant qu'il ne soit trop tard pour eux, parce que l'Europe était en train de devenir nationaliste. Et ils ont très bien réussi d'ailleurs. Donc voilà comment, après la boucherie de 14-18, tous les pays d'Europe allaient se retrouver encore un peu plus affaiblis, les vainqueurs comme les vaincus. Et désormais, la voie qui allait mener à la destruction des empires coloniaux et donc à un nouvel affaiblissement des nations européennes, la voie était ouverte. Et on connaît le rôle d'un certain Charles de Gaulle dans cette entreprise. Il aura été le pion du mondialisme. Ce grand patriote. Et en fait, ce n'était cette décolonisation dont étaient victimes les nations européennes, ce n'était que la suite de la décolonisation qui avait touché environ un siècle auparavant les empires catholiques d'Espagne et du Portugal en Amérique du Sud. Toujours par les mêmes forces, bien entendu les appétits anglo-américains, qui voulaient mettre la main sur ces richesses de ces deux empires, et puis bien entendu le rôle politique que cela pouvait jouer au point de vue équilibre régional. Donc vous voyez, là encore, rien n'arrive par hasard, tout ça est calibré, tout ça est préparé, toujours en vue de préparer quelque chose qui est longuement mûri. Et je vous rappellerai, bon, peut-être j'en parlerai tout à l'heure dans ma conférence, ça dépendra. Rappelez-vous ce que disait le docteur Pierre-Henri Simon. C'était à propos de la loi sur l'avortement. Quand il disait que tout est préparé de longue date dans les loges. Donc là encore, il n'y a pas de hasard, c'est pas l'improvisation, c'est calculé, c'est prévu en vue d'obtenir un certain résultat.
c'est l'éternel recommencement. Alors, vous qui me connaissez, vous qui avez lu mon livre, d'ailleurs qui doit être réédité après la maçonnerie, Mon Bonaparte, Hitler et Poutine, vous savez très bien que un des reproches que je fais à Hitler, c'est de ne pas avoir su s'arrêter à temps. Il est allé de victoire en victoire. Le problème, c'est que c'est la dernière victoire ou la défaite qui compte. Il n'a pas su s'arrêter. En plus de ça, il ne s'est pas attaqué à ce qu'il fallait qu'il s'attaque. Il s'est attaqué à la Russie. Il avait pourtant eu l'exemple de Napoléon. Alors, orgueil de sa part, a-t-il voulu démontrer que lui serait capable de battre la Russie? Le résultat, c'est que à la Bérésina a correspondu Stalingrad. Et il aurait bien mieux fait de s'attaquer à l'Angleterre, qui était en pleine déroute. Parce que, rappelez-vous, le rembarquement à Dunkerque des troupes anglaises, ils n'ont réussi à rembarquer que grâce à l'héroïsme des troupes françaises qui sont dévouées pour que nos chers amis anglais puissent se mettre à l'abri dans leur île. Erreur de conception, et en plus de ça, il avait une curieuse optique de l'Angleterre, puisqu'il a cru apparemment, et pendant longtemps, que l'Angleterre pourrait s'allier à lui. D'où l'envoi de Rudolf Hess, apparemment. Ça a été le but de son voyage en Angleterre, qui, pas plus tôt arrivé en Angleterre, a été mis sous prison. Marché de dupes. Et c'est regrettable parce qu'incontestablement on peut reconnaître à Hitler d'immenses mérites, notamment d'avoir remis sur pied l'Allemagne qui avait complètement été ruinée justement par les appétits juifs après la guerre de 14-18. Mais non seulement il n'a pas su s'arrêter, mais il n'a pas su à qui s'attaquer réellement. Et finalement, ça se paye toujours, les erreurs politiques se payent toujours. Et là, s'il allait en découler justement par la victoire des démocraties, la défaite sur le plan militaire, à cause de l'Allemagne, de tous les régimes nationalistes qui avaient pu s'installer en Europe, bloquant complètement le développement du nationalisme en Europe. Sans cette faute de calcul d'Hitler, aujourd'hui, l'Europe serait nationaliste. Il y a de grandes chances pour que cela ait pu perdurer. Parce que les mêmes causes qui avaient amené tous ces pays d'Europe, constatant les méfaits du principe de 1789, qui détruisait leur socle national, déjà au nom du mondialisme, qui avait provoqué la même réaction dans tous ces pays. Donc, normalement, l'Europe aurait dû basculer quasiment en totalité, probablement sauf l'Angleterre, dans le nationalisme. Et oui, alors on pourra me dire qu'on ne refait pas l'histoire, hélas, mais on a le devoir de tirer les leçons de l'histoire. Sinon, on prépare les futures défaites. Et à propos justement de tous ces régimes nationalistes qui s'étaient installés en Europe, je voudrais faire remarquer une chose que je rappelle régulièrement, quand l'occasion se présente, c'est que toutes ont eu recours à deux choses.
Premièrement, le rétablissement des corporations qui avaient été interdites par la Révolution dite française, un de ses premiers actes. Et deuxièmement, les législations antimaçonniques et anti-juives, avec des variations selon les pays plus ou moins sévères. Donc vous voyez, les recettes au mal existent. Encore faut-il qu'il y ait un pouvoir qui est la volonté et le pouvoir donc de les appliquer. Il n'y a absolument rien de fatal dans l'histoire, il n'y a pas de sens de l'histoire, c'est une vaste fumisterie que les forces politiques qui nous gouvernent cherchent à faire croire au peuple pour leur donner l'impression qu'il n'y a rien à faire, que c'est fatal, qu'il n'y a qu'à se plier. Eh bien non, on peut toujours réagir parce que la volonté est la suprême créatrice de l'histoire. Et c'est ce que beaucoup de groupes, partis et autres, et individus d'aujourd'hui ne comprennent pas. Ils croient qu'ils peuvent accommoder les principes issus de 1789 pour essayer d'en diminuer les conséquences. On ne peut supprimer les conséquences qu'en supprimant les faux principes qui ont été mis en place. Allez dire ça aux gens du Rassemblement national, aux gens des Républicains, etc., etc. Tous s'inclinent devant le politiquement correct. Donc voilà, en introduction de cette conférence, je voulais tout de même faire ces petits rappels parce que les leçons de ces rappels sont valables pour tous les temps et notamment pour notre époque. Alors, je vais revenir maintenant au point de tension qui existe aujourd'hui entre l'Est et l'Ouest. Parce que nous sommes partie prenante dans le conflit et selon que l'un ou l'autre l'emportera, évidemment, cela va changer profondément nos existences. Ces tensions se font elles aussi sur le plan des intérêts économiques et politiques, je dirais même à la limite peut-être plus politique encore qu'économique. Parce que l'enjeu en est la gouvernance mondiale. Et là, vous savez très bien la différence que certains ne comprennent pas, dont un certain Pierre Hillard, que en fait, en vue de la gouvernance mondiale, il y a deux tendances aujourd'hui qui s'affrontent. La tendance qui ne serait que la poursuite du monde unipolaire ayant à la tête les États-Unis, et derrière les États-Unis, ce qu'on appelle le Deep State, l'État profond. À la tête, vous vous doutez bien de qui est à la tête de ce Deep State. Et puis, cette politique qui est venue progressivement avec l'apparition sur la scène internationale d'un certain Vladimir Poutine, qui, pour défendre l'indépendance de son pays, de sa souveraineté, a commencé à argumenter et à agir en vue d'un monde multipolaire. Alors, qu'est-ce que cela veut dire qu'un monde multipolaire? Ça veut dire tout simplement que chaque pays, au lieu d'être afféodé à une puissance mondiale comme les États-Unis, pourrait reprendre son indépendance nationale sur le plan économique, sur le plan militaire, donc tout ce qui fait la souveraineté nationale. Et voilà ce que certains ne comprennent pas. J'ai encore vu dernièrement un entretien de Pierre Hillard sur, je crois que c'était Géopolitique profonde. C'est hallucinant.
cette volonté soit de nier la réalité. Est-ce qu'il est conscient qu'en fait, par la façon dont il présente les choses, en fait, il se fait l'allié du mondialisme? En est-il conscient? Apparemment non. Et puis encore, quand on l'écoute, on a l'impression que les carreaux sont pliés, qu'il n'y a plus rien à faire. C'est un défaitiste. Donc, à qui cela profite-t-il? J'attends toujours qu'il accepte un débat avec moi. Je ne suis pas le seul à le proposer. Nombre de personnes qui me disent ou qui m'écrivent « Pourquoi vous ne débattez pas avec M. Pierre Hillard ?» Je dis « Je suis partant, mais c'est lui qui ne veut pas. » Ah! Et je leur dis, en complément, je dis « Mais écrivez-lui ou essayez de le contacter pour lui proposer. » Alors, certaines me répondent, quelques temps plus tard, « Mais en fait, je n'ai pas eu de réponse. » J'en tirais quoi comme conclusion? Courage fuyant? Que voulez-vous faire? Et ce sont des individus comme ça qui en fait occupent le terrain dans nos milieux et qui trompent les populations au sujet des véritables enjeux de la situation actuelle. Bon, donc pour en revenir à Vladimir Poutine est vraiment un cas qui m'a toujours fasciné dès le début. D'accord. Qui pouvait imaginer que ce petit colonel du KGB, donc issu de la nomenclature communiste, marxiste, deviendrait cette espèce de chef politique et chef de guerre, se révélant comme une espèce de nationaliste russe. Donc l'antithèse de ce qu'était l'internationalisme du marxisme. Et je pense, et c'est ce qu'il y a de fascinant dans l'histoire, c'est de voir comment certains événements peuvent déclencher des réactions auxquelles on ne pouvait pas s'y attendre. Et je me rappellerai toujours d'un texte que j'avais lu à son sujet, comme quoi, alors qu'il avait été nommé en Allemagne de l'Est, en tant que représentant du KGB, quand il avait appris l'effondrement de l'Union soviétique, il avait été profondément marqué. Et c'est à partir de là que s'est mis en marche dans son esprit cette espèce de réaction nationaliste, de fierté russe, bafouée par la victoire du mondialisme contre l'Union soviétique. Et dans son esprit, on imagine que pour lui, l'Union soviétique, c'était une entreprise nationaliste. Bon. Imaginez tout de même qu'il avait baigné dans le milieu. Bon, il n'allait pas s'y attarder parce que je viens encore de voir aujourd'hui, oui, je crois que c'était ce matin, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir encore, mais d'après ce que j'ai pu voir, il a rouvert les documents sur le massacre de Katyn. Or, qui a été à l'origine du massacre de Katyn? Sinon des membres du communisme russe, d'une certaine communauté. Environ 34 000 victimes. Donc, oui, exactement. Ah non, mais c'est hallucinant. Justement, donc voilà, le personnage de Poutine est fascinant, parce que venant d'où il était, en arrivant là où il est arrivé aujourd'hui, et c'est pas étonnant que tous les médias du monde entier, tous les politiciens du monde entier lui tombent dessus, c'est le vilain, méchant petit canard. Parce que, mettez-vous à la place de nos pauvres petits dirigeants démocratiques. Comment? Vladimir Poutine, qui a émergé sous le libéral Elstine, donc, a priori, un bon libéral quand même, eh bien, il vient nous faire caca dans la main. Qui aurait pu présager ça, voyons? Eh bien oui.
Donc voilà, bon, je reviens toujours sur ce malheureux Pierre. Pierre, il a pas compris ça. Et c'est pas demain qu'il va le comprendre, à mon avis. Alors, psychorigide, peut-être, ou bien Aussi. ou bien c'est fascinant, vraiment, l'histoire est pleine de leçons. Bon, encore faut-il évidemment avoir des informations, parce qu'évidemment, il y a toujours le piège de qui écrit l'histoire. Et pour s'y retrouver, c'est pas toujours évident, mais il y a une logique, il y a toujours un fil conducteur dans l'histoire qui met à l'abri des pièges et qui démontre quelle est la bonne version et quelle est la version fausse qui cherche à camoufler la réalité. Et en ce qui concerne, pour revenir à Poutine, il faut voir qu'en fait, dans sa démarche, il suit exactement le même cheminement que le chancelier Hitler. Assainissement de l'économie russe, restauration de la puissance donc financière et militaire russe, et mais une chose qui m'avait toujours un petit peu surpris lors des crises avec la Géorgie, avec les espèces de guerres plus ou moins hybrides qu'il y a eu avec l'Abkhazie, etc. Je me disais, mais c'est curieux, il pourrait en profiter pour liquider le problème d'un seul coup. Bien non, il a paré au minimum, et je crois comprendre pourquoi il s'est retenu à l'époque. C'est qu'au point de vue armement, il n'avait pas encore la suprématie qu'il a aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez tous les experts mondiaux, notamment anglo-saxons, et notamment en plus de ça américains, qui vous disent que l'armement russe n'a pas d'égal par rapport à l'armement anglo-saxon, y compris avec l'OTAN. Donc c'est une supériorité absolue avec tout un système de fusées ininterceptables. Je ne vais pas entrer dans des détails parce que ce n'est pas ma spécialité nulle part, mais je constate simplement les choses. Et là encore, un aspect intéressant avec Poutine, c'est qu'il sait attendre. Il sait attendre, il ne se précipite pas, comme l'a fait Hitler. Une fois qu'il a digéré quelque chose, il passe à autre chose. Et on sent vraiment, j'ai souvent fait allusion à ces deux images, celle du joueur d'échecs et celle du judoka. Il a été les deux, ou probablement il l'est encore. Calculer la force de l'adversaire avant de s'y attaquer. Un petit peu, en tout cas dans le judo, c'est ça. Calculer le coup d'après. C'est un petit peu la philosophie des échecs. Et donc, c'est pas l'impulsif. Il n'avance que quand il est sûr de pouvoir l'emporter. C'est pas de l'aventure, non, c'est quelque chose de mûrement réfléchi, calculé, avantages et inconvénients, quelles pourraient être les pertes, quels peuvent être les gains, est-ce que ça vaut la peine? C'est passionnant. Et là aussi, il faut voir aussi sa patience. Prenez le cas de l'Ukraine. Il faut que les États-Unis aient été habitués à toute la lâcheté de l'Occident pour croire que Poutine allait se laisser faire comme tous les pays d'Occident. Et notamment devant l'encerclement dont était victime la Russie,
de par les États-Unis et ses vassaux de l'OTAN. Et Poutine, évidemment, avait compris depuis longtemps, et il avait essayé pendant des années de négocier un accord international pour que s'arrête ce processus d'encerclement de la Russie, sans succès. Jusqu'au jour où, comme vous le savez, il a dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais régler l'affaire à ma façon. D'où son opération spéciale en Ukraine. Et pour comprendre le pourquoi de sa décision, je voudrais rappeler cette déclaration de Zbigniew Brzezinski dans son livre Le Grand Échiquier, très révélateur. Donc Brzezinski, je vous rappelle, membre fondateur de la Trilatérale avec Henry Kissinger. Ça vous situe bien le personnage, les personnages. Et voilà ce que Brzezinski déclarait. Sans l'Ukraine, la Russie est condamnée à une douloureuse descente dans l'insignifiance géopolitique et finalement peut-être même à sa disparition. Et il disait aussi, un monde dans lequel les États-Unis n'auraient pas la primauté connaîtrait plus de violence et de désordre, moins de démocratie et de croissance économique que si les États-Unis continuaient, comme aujourd'hui, à avoir plus d'influence sur les affaires globales que de tous les autres pays. Le maintien de la primauté des États-Unis est essentiel, non seulement pour le niveau de vie et la sécurité des Américains, mais aussi pour l'avenir de la liberté, de la démocratie, des économies ouvertes à l'ordre international. Absolument idyllique. Oui, le problème, c'est que Poutine, évidemment, n'y a pas cru. Il dit, bon, maintenant, vous, les Américains, vous allez cesser de vous moquer de moi, et puis rentrer dans le jeu. Donc, le 20 février 2014, 2014 Non, 2022. 2022, Vladimir Poutine décidait de lancer son opération. Et on peut dire que ce fut la 4e étape de sa réaction face à l'emprise occidentale. Et aujourd'hui, en dépit des milliards de dollars et d'euros dépensés pour soutenir le juif Zelensky, encore un, vous avez des officiels américains et de l'OTAN qui viennent vous dire on n'a plus de munitions à donner. Nos arsenaux sont vides. Donc voilà où aura mené la patience de la Russie dans cette affaire ukrainienne. On peut dire que l'affaire est pliée. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Alors évidemment, certains plaident pour des discussions en vue de la paix. Je ne suis pas du tout persuadé que ce soit une bonne solution. Je crois qu'il faut que la Russie aille jusqu'au bout et mette la main sur l'entièreté de l'Ukraine et récupère l'Ukraine, qui est tout de même un élément historique de la Russie. Et je pense que c'est vers cela que Poutine s'oriente, parce qu'il a encore rappelé dernièrement que Odessa était une ville russe. L'heure de dire, un peu de patience, on y arrive. Et alors, devant cette situation qui tout de même apparaît comme désespérée pour l'Ukraine et pour le monde occidental qui essaye de soutenir ce régime, je voudrais tout de même rappeler, bon, je pense que vous le savez tous, mais enfin, il est tout de même bon de rappeler pour ceux qui éventuellement écouteront cette conférence sur Internet et qui ne sont pas au courant, Zelensky, c'est tout de même cet individu
qui, pas plus tôt arrivé au pouvoir, déclarait qu'il avait l'intention de faire de l'Ukraine un nouveau grand Israël. Et aujourd'hui, on se rend compte très bien que ça devient une urgence pour les Israéliens. Mais j'y viendrai tout à l'heure. Donc voilà quel est le contexte et quel est l'enjeu de cette entreprise menée par Vladimir Poutine en Ukraine. C'est une guerre à la fois de protection par rapport à la Russie et à la fois une entreprise politique contre un système mafieux juif installé en Ukraine. Et c'est dans ce contexte, quelle fierté nous devrions avoir, qu'un certain Emmanuel Macron joue des biceps. Vous l'avez vu sur Internet. Va en guerre contre la Russie. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? C'est magnifique comme les démocraties. Un pouvoir en principe fait au nom du peuple, pour le peuple, ne demande jamais au peuple s'il est d'accord pour lancer ces guerres, qui se retournent systématiquement contre ses intérêts. C'est magnifique. Et alors, et c'est à ça que je veux revenir, c'est que en même temps, Emmanuel Macron, qui jouait des biceps, avait pris des précautions, il faut le rappeler, de préparer un alinéa de la loi de préparation militaire que je vais citer. Alors, cette loi de préparation militaire est passée comme une lettre à la poste. Les militaires n'y ont vu que du feu, parce qu'ils n'ont vu que, en principe, le but de cette loi, qui était de renforcer l'armement militaire de la France, etc. Dès qu'on leur parle de ça, les militaires sont contents. Le but politique, ça c'est une autre histoire. Or, justement, à l'abri de cette belle perspective de réarmement de l'armée, l'article 22.12 alinéa 1 stipulait ceci. En cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles de la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire et à la permanence des institutions de la République, ou de nature à justifier la mise en œuvre de nos engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne physique ou morale de tous ses biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Telle est l'épée de Damoclès qui est sur nos crânes. Inutile de le dire pour quels intérêts. Donc voilà qui est, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, qui est Emmanuel Macron. Et il y a une chose, je suppose, qui a dû vous frapper, c'est qu'en dépit justement de la situation en Ukraine, les démocraties sont toujours acharnées à essayer de sauver coûte que coûte l'Ukraine de Zelensky. Pourtant, ils devraient se dire, bon, on va continuer à donner de l'armement et de l'argent en pure perte. Pourquoi cet acharnement ?
Mais rappelez-vous cette citation de Zelensky rappelant qu'il voulait faire de l'Ukraine un grand Israël. Tout est là. Tout est là et il est évident que c'est l'objectif sous-jacent majeur de l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine et le monde occidental par personne interposée actuellement. C'est ça. C'est ça. Et ce qui va me permettre maintenant d'évoluer vers la situation au Moyen-Orient, parce que justement, cette volonté de créer un nouvel Israël en Europe va devenir absolument nécessaire vu l'état dans lequel se trouve aujourd'hui Israël et son impuissance par rapport au Hamas. C'est surprenant, mais c'est comme ça, et tous les jours Israël apprend à ses propres dépôts. On ne sait pas vraiment si c'est de l'aveuglement de la part de l'Occident, mais comment expliquer cet entêtement à vouloir poursuivre cette politique alors que visiblement toutes les informations que l'on a, même à travers la désinformation médiatique, prouvent qu'il n'y a plus rien à faire pour l'Ukraine. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment progressivement la Russie hausse le ton. Il y a une déclaration toute récente du porte-parole russe, Dmitri Peskov, dans une interview à la chaîne NBC News, qui était très claire. À partir de maintenant, il faut être plus que prudent avec la Russie et tenir compte de ses préoccupations. En fait, c'était un avertissement à l'Occident, mais là encore, on constate que l'Occident fait comme s'il n'entendait pas et il continue dans sa voie suicidaire. C'est comme ça que ça va se terminer. Et il est intéressant de voir le mépris de certains hauts dignitaires russes par rapport à cet Occident qui ne veut pas comprendre qu'il serait temps d'arrêter son obsession. Et je vais vous citer ce texte de Dmitri Medvedev. Alors, pour la petite histoire, Medvedev est celui qui a pris la succession de Poutine, qui ne pouvait pas se représenter. Donc, il a été président de la Fédération de Russie pendant quelques années, je ne sais plus combien, 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, le temps que Poutine puisse se représenter la fois d'après. Donc, c'est quelqu'un qui est évidemment du régime. Et voilà la déclaration qu'il a faite sur le site V-Contact, qui a été repris par Telegram. L'Union européenne est aujourd'hui de facto incapable d'agir de manière indépendante, non seulement sur la scène internationale, mais aussi sur la scène européenne. Pratiquement, tous les pays de l'Union européenne se sont mis au garde à vous devant les États-Unis et la Grande-Bretagne et ont docilement commencé à suivre leurs instructions pour soutenir le régime de Kiev. Et maintenant, il n'y a plus d'ordre du tout. L'Union européenne a dilapidé son autorité internationale en tant que médiateur dans tout conflit. Elle joue aujourd'hui, hélas, le rôle d'une prostituée. Vieillissante, répondant sans broncher à tous les caprices de la clientèle étrangère. L'Europe s'est castrée de façon sanglante et sans anesthésie en refusant la coopération énergétique avec notre pays. C'est le cas.
Et voilà que l'Amérique, se frottant les mains, fournit à l'Europe son GNL au triple du prix, son gaz naturel, au triple du prix. Les temps difficiles sont arrivés pour longtemps. Les entreprises européennes ont subi des pertes colossales irrécupérables en quittant notre pays. Leurs préjudices se mesurent en dizaines de milliards de dollars, et si elles peuvent peut-être couvrir leurs pertes financières, à un moment donné, elles ne pourront guère couvrir leurs pertes de réputation. Il sera très difficile, voire impossible, de revenir en Russie. Nous ne sommes même plus des voisins, mais de véritables ennemis. L'Union européenne a perdu la Russie en tant que partenaire stratégique à long terme. Nous ne nous en réjouissons pas, mais c'est un fait. En décidant de devenir le pire ennemi de notre pays à la demande des États-Unis, l'Europe s'est rapprochée de la dégénérescence finale. Les grandes puissances se mettront tôt ou tard d'accord sur la manière dont elles vivront dans un avenir prévisible dans de nouvelles conditions, mais la chère, petite et vieille Europe ne sera bientôt plus là. Elle a été impitoyablement limitée dans ses droits par son parent d'outre-mer, à la grosse tête, en qui elle avait toute confiance. D'abord, il a cyniquement dépouillé la vieille dame aisée de nombreuses sources de subsistance et lui a envoyé des millions de parents pauvres. Évidemment, il fait allusion à l'immigration imposée. Bientôt, il jettera tout simplement la vieille dame sénile dans la rue froide en claquant impitoyablement la porte de sa propre maison derrière elle. Medvedev, comme père de claque, comme crachat à la figure de cette prostituée qu'est l'Europe. Ça, c'est un homme d'État. Je pense que Macron a dû en avoir connaissance et j'avoue que ce n'est pas sans une certaine réjouissance que j'imagine sa tête quand il a vu qu'il se faisait implicitement traiter de vieille prostituée. Donc, j'ai voulu citer Medvedev parce que, avant d'en revenir à l'autre sujet important, donc la Palestine. Alors, sujet complexe, sujet hyper occulté dans sa réalité, mais ce qui se dégage malgré tout à travers la désinformation, je me suis tout de même abonné à différentes chaînes israéliennes. On découvre des choses intéressantes. Il y a notamment le site Times of Israel. On découvre des choses vraiment intéressantes qu'on évidemment ne voit pas dans nos médias, qui révèlent tout de même la triste réalité pour Israël. C'est vraiment très intéressant. Et rappelez-vous, peut-être dans la dernière conférence ou l'avant-dernière, peut-être les deux, j'avais dit que tant qu'Israël se contenterait de bombarder les populations civiles des hauteurs avec leur aviation, pas de problème, personne ne pouvait s'y opposer. En tout cas pas les Palestiniens, ni même ses alliés. Mais à partir du moment où les troupes de Tsahal seraient obligées de rentrer sur le terrain pour essayer d'éradiquer le Hamas,
là, ce serait une autre histoire. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Et justement, d'où l'intérêt de ces sites israéliens auxquels je me suis abonné, parce que tous les jours, ils annoncent quand même, bon gré mal gré, la casse. Le nombre de soldats tués en intervention. Et le chiffre, Pour une raison très simple, c'est que je ne connais pas réellement quelle est la qualité opérationnelle des troupes de Tsahal. Mais imaginez une armée qui est confrontée à des troupes, enfin, des miliciens, disons, qui apparaissent, sortant de leur tunnel, faisant leur coup devant une unité israélienne, liquidant tout ce qu'ils peuvent liquider et replongeant dans leur tunnel, ni vu ni connu, et on recommence. Donc c'est une guerre, c'est pire que les guerres dans les villes, dans les quartiers. C'est une guerre vraiment souterraine. Et alors là, Tsahal est en train de s'épuiser. Et puis, pas simplement ça, il y a ce qui se passe dans les alentours. Et on se rend compte que Israël est totalement incapable de se prémunir du Hezbollah libanais, que la seule parade qu'ils aient connue jusqu'à présent, c'est d'évacuer les populations civiles proches de la frontière. C'est un aveu de faiblesse. Alors, ils peuvent se gargariser à Netanyahou, il est très fort, oui, nous allons envahir tel endroit de Gaza, etc. Oui, mais dans les faits, c'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Et puis, est-ce de la bêtise ou est-ce par hystérie? Parce qu'ils ne savent pas se maîtriser devant l'échec. Il y a eu dernièrement l'attaque contre un site humanitaire qui s'appelle le World Central Kitchen. C'était un des nombreux sites humanitaires qui essayent d'approvisionner les populations civiles palestiniennes affamées volontairement par Israël. Quoi qu'Israël en dise. Ils ont été massacrés. Ils tirent aussi sur les ambulances, les hôpitaux, ils les détruisent. Donc c'est absolument une guerre inhumaine qui est en train de transformer le monde occidental, tout au moins les opinions publiques, en masse antisémite. Et même les campus des universités américaines posent des problèmes aujourd'hui. Et il n'est pas bon pour un étudiant de ces universités de se promener dans l'enceinte de... Ils ne se rendent pas compte. Et ça, c'est le drame éternel d'Israël, des Juifs en général, à travers les époques. Ils sont tellement imbus de leur volonté de puissance sur le monde qu'ils ne savent pas s'arrêter. À chaque période, ça leur retombe sur la figure. Le problème, c'est qu'entre-temps, ils créent le malheur des populations qu'ils essayent de dominer. Et c'est ce qui se passe en Palestine. Mais ça va amener à la fin d'Israël. Il y a au moins 3 ans que je ne cesse de l'annoncer. Et tous les jours, on s'en rapproche. Alors, les bombardements, oui, auxquels je faisais allusion, un des derniers chiffres que j'ai vus, de morts civiles en Palestine, 32 000. Et évidemment, c'est un chiffre évolutif tous les jours, du fait des bombardements. Et où est la conscience universelle dans tout ça? Vous abonnez au sang. Et un nouvel élément, justement, de cette hystérie juive qui ne sait pas s'arrêter, qui va mener à sa perte, un élément, je crois, unique dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, Israël a osé, c'est la première fois, à ma connaissance, c'est le seul pays qui a osé s'attaquer à une entité diplomatique.
par son bombardement du consulat iranien à Damas. Ils ne se rendent pas compte. Si l'Iran veut attaquer Israël, il serait dans la totale légalité. Alors là, les avis divergent. Je ne suis pas sûr du tout que l'Iran attaquera frontalement Israël. Je pense qu'il le fera de façon détournée, soit par ses alliés, soit, comme j'ai vu dernièrement, que la marine iranienne a saisi un bateau à destination d'Israël. Donc, porter des coups à Israël sans que ce soit un conflit carrément ouvert, et éventuellement pour éviter une réponse nucléaire d'Israël. Israël, il ne faut pas l'oublier, possède l'arme nucléaire, ce que les pays arabo-musulmans d'alentour n'ont pas. Donc c'est un jeu entre qui fera le pas qu'il ne faut pas faire. Et pour l'instant, c'est Israël qui est en train de commettre l'erreur, et je pense que ça va être sa fin. Alors, je voudrais rappeler une chose tout de même que je suis étonné tout de même qu'un certain nombre de commentateurs internationaux ne reviennent pas là-dessus, parce que ça explique tellement bien la mentalité israélienne. C'était cette citation d'Ariel Sharon, d'ailleurs, qu'on ne retrouve plus sur Internet, dans lequel il disait que s'il fallait, pour la survie d'Israël, enclencher une troisième guerre mondiale, Israël n'hésiterait pas. Donc voilà, ils sont prêts à tout, quitte à détruire le monde, pour éventuellement sauver Israël, ou éventuellement périr avec le monde, mais la vengeance. Le monde juif ne s'explique que par la vengeance. C'est une religion de vengeance. Et je voudrais souligner quelque chose. Donc là aussi, je suis surpris que personne ne parle. Je ne crois pas me tromper en affirmant que dans la religion juive, il n'y a pas d'au-delà. Le paradis est sur terre. D'où leur volonté de jouir dans ce monde. Avez-vous vu ou écouté d'autres commentateurs souligner cet aspect qui explique la démarche juive à travers les âges? Ce n'est pas une religion d'espoir, c'est une religion de conquête pour jouir de l'instant présent, très particulier. C'est intéressant, justement, que je faisais allusion tout à l'heure à ces sites israéliens auxquels je suis abonné, et il y a vraiment des choses intéressantes à trouver. Et notamment un article du quotidien israélien Haaretz, sous le titre Israël rend son dernier souffle. Israël rend son dernier souffle.
Et ce quotidien israélien, Haaretz, avait publié un article de l'écrivain israélien Art Shavit, dans lequel il écrivait de façon révélatrice la situation. Je cite. « Il semble que nous soyons devant le peuple le plus difficile de l'histoire. » Il parle des Palestiniens. « Et qu'il n'y a pas d'autre solution avec eux que de reconnaître leurs droits et mettre fin à l'occupation et faire la paix. » Le seul pouvoir au monde capable de sauver Israël de lui-même sont les Israéliens eux-mêmes. En adoptant un nouveau discours politique capable de reconnaître le fait que les Palestiniens sont enracinés dans cette terre. Aussi, je vous conjure de trouver la troisième voie afin de survivre et ne pas mourir ici. Alors que certains intellectuels, comme celui que je viens de vous citer, comprennent qu'il faut arrêter, que la seule solution pour Israël est d'accepter un pays à deux États, un territoire à deux États, le problème pour Israël aujourd'hui, c'est que ce que les Palestiniens auraient pu accepter il y a encore quelques années, ils n'en veulent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les Israéliens dehors, en totalité. Donc, ce sera la victoire de l'un ou de l'autre totale. Et c'est Israël qui prend le chemin de cette victoire. Et on comprend justement, c'est pour ça que je reviens un petit peu à ce à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure, c'était pas du consulat iranien à Damas par l'aviation israélienne. En fait, l'Israël donne l'impression, enfin, le gouvernement Netanyahou donne l'impression de ne plus savoir où ils en sont et de gesticuler un petit peu maladroitement pour essayer de sortir de la situation dont eux-mêmes sont les principaux responsables. Et il y a une chose qui est absolument surprenante, c'est que, en fait, l'objectif de l'opération Al-Aqsa, lancée par le Hamas, aura surtout servi à démontrer la faiblesse de Tsahal. Ils en sont là. Ce qui explique justement cette appréciation de cet intellectuel israélien disant il faut arrêter les choses et trouver un accord. Oui, mais l'accord, il n'y en aura pas. Terminé. Donc voilà, c'est en fait, dans l'histoire, c'est toujours le jeu, c'est que les allers et retours entre des poussées de volontés différentes et antagonistes. Et c'est ça qui fait son intérêt, justement, c'est que on peut, à la limite, prévoir un petit peu à l'avance ce qui va se passer quand on connaît les réels rapports de force. Et là, on comprend très bien avec ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain en Israël, le pourquoi de cette volonté entêtée de l'Occident juivé d'avoir en Ukraine une solution de rechange pour les Israéliens. Et devant cette situation, là encore, je vais faire appel à une déclaration
pressante d'anciens de la CIA, de l'armée et du FBI qui a été lancée à Biden. C'est tout récent, à propos de Macron, qui voudrait bien entraîner la France, l'Europe et le monde dans une troisième guerre mondiale. Ah, évidemment, pour lui, ce serait pratique, ça lui permettrait de rester au pouvoir. Évidemment, ce n'est pas en pleine guerre quand on change de président de la République. C'est pratique. Alors voilà ce que disaient ces anciens de la CIA, de l'armée et du FBI. Le peuple américain doit comprendre que l'Europe le mène au bord de l'anéantissement nucléaire. Puisque les dirigeants russes peuvent soupçonner que Macron travaille main dans la main avec Washington, les États-Unis doivent exprimer publiquement et sans ambiguïté leur position. Et si la France et les pays baltes insistent pour envoyer des troupes en Ukraine, il faut également préciser qu'une telle action n'a aucun mandat de l'OTAN, que l'article 5 ne sera pas déclenché par des représailles russes et que l'arsenal nucléaire américain, y compris les armes nucléaires qui font partie des forces de dissuasion de l'OTAN, ne sera pas utilisé à la suite d'une action militaire russe contre des troupes françaises ou baltes. Sans une telle clarté, la France entraînerait le peuple américain sur la voie d'un conflit nucléaire, ce qui ne serait pas dans l'intérêt du peuple américain ni de l'humanité elle-même. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils attendent pour nous débarrasser de Macron? Donc voilà bien résumé le danger de la situation créée par la déclaration de Macron et sans doute poussée par le deep state américain, dont les positions ne sont pas nécessairement les mêmes que de l'État officiel des États-Unis. D'où l'appel à Biden de ses anciens militaires. Donc voilà, les aléas de ces guerres qui commencent de façon plus ou moins cachée, pour des intérêts relativement cachés eux aussi, et qui mettent mal la paix de l'humanité. Et ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve derrière en train de tirer les ficelles. Il y a un mot du cardinal de Richelieu qui m'a toujours impressionné par sa vision des choses. Quand il disait que si on avait empoisonné Luther, on aurait évité beaucoup de sang à l'Europe et à l'humanité. Il serait tellement plus simple pour la paix de l'humanité et pour la préservation de personnes innocentes dans l'affaire, d'éliminer un certain nombre de dirigeants politiques qui poussent à la guerre pour des intérêts qui les dépassent eux-mêmes et qui ne sont que les pions que l'on fait bouger à volonté. Que de sang on épargnerait en se limitant à liquider un certain nombre d'individus. On se demande à quoi servent les services secrets. Merci de votre attention. Quel est le rôle de la haute finance internationale? Oh, écoutez, ne me posez pas cette question, voyons. Question, on y Franchement. Pas sérieux, ça. Je
je ne veux pas rater l'occasion de rappeler toujours la même chose. Je vous ai déjà posé la question, c'est la fameuse lettre de Albert Pike à Mazzini. Je vous laisse la parole ou je continue? Oui, de toute façon, alors il faut savoir que Pike, comme Mazzini, ont été de haut Très franc-maçon. Oui. Ils annonçaient la couleur de ce qu'ils voulaient faire. Alors, je ne vous dirai pas que vous le trouverez dans mon livre La maçonnerie, parce qu'il est épuisé. Je pense pouvoir l'avoir pour le mois prochain. Au mois de juin. Je suppose que tout le monde connaît l'histoire quand même. Oui, bien sûr. Alors, oui, non, mais parce qu'elle est quand même très contestée pour l'histoire du mot fascisme qui apparaît dans la lettre. Vous êtes au courant de ça aussi? Alors, fascisme. Fascisme, parce que évidemment, il est arrivé plus tard. Donc, beaucoup de gens, un peu comme les protocoles des sages de Sion, s'appuient sur ce genre d'argument justement pour dévier la Refiler le bébé. Mais donc. Non, mais de toute façon, ça c'est aussi une astuce de tout ce monde judéo-maçonnique, c'est d'incriminer le fascisme de leur propre projet. Bien sûr. Le terme fascisme, nazi, etc., c'est devenu une insulte complètement déconnectée de la réalité. Oui. Voilà. Alors je disais, ce qu'on reprochait à ce mot-là, ce n'était pas sa signification, sa sémantique, si vous voulez, c'était le fait qu'il est apparu alors qu'on n'en parlait pas encore. Mais bien entendu. D'accord. Non, bien C'est entendu, ça. mais justement, vous savez, on constate, chemin faisant, que ceux qui nous gouvernent en souverain, d'une part sont des crapules, ça on le sait, mais ils ne sont pas tellement intelligents. Ils ne sont pas tellement intelligents parce qu'en fait, ils ne comptent que sur l'ignorance des populations pour avancer des choses qui sont fausses historiquement. C'est sûr. Tout à l'heure, vous aviez parlé de... Allez-y. J'ai plusieurs sujets à lancer. Comment? J'ai plusieurs sujets à lancer. Déjà, je fais une remarque par rapport à ce que vous avez parlé sur la religion juive. Contrairement au christianisme et à l'islam, il n'y a pas d'au-delà. Tout à fait. On comprend que c'est une religion athée. Tout à fait. Ils sont les créateurs de la laïcité. Tout à fait. Ils sont la création de l'assimilationnisme. Mmh. Ils n'ont pas de principe religieux. Tout à Donc ils fait. sont prêts à prendre toutes les cagoules pour mener leur projet à bien. Et par rapport à l'entité sioniste, on observe qu'ils perdent la bataille car ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif, c'est-à-dire éliminer le Hamas. Et c'est pour ça qu'ils se vengent sur les populations. Tout à fait. Notamment les enfants, car on observe que les enfants palestiniens, quand ils perdent leur père et leur mère et tous leurs Sont de frères, futurs combattants c'est du des Hamas. futurs combattants. Ipso facto. Et on a, malheureusement, il y a des canaux Telegram, ils montrent la boucherie qu'il y a là-bas, des vidéos, des enfants qui sont amputés sans anesthésie, sans rien du tout, et ils ont un courage incroyable. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui s'est passée, c'était à l'hôpital Shifa, quand ils ont fait la découverte de ce charnier. Il y avait un enfant, il avait inscrit un mur, il avait demandé à son seigneur de le faire mourir et le faire rejoindre sa mère qui est morte sous les bombardements. Pour vous dire, on a vraiment affaire à un peuple héroïque. En Europe occidentale, nous ne sommes pas capables d'être comme ça. Ah, tout à fait. Pour le moment, C'est un peuple criminel. Pour le moment. Pour le moment. Plus capable. Non, mais il le travaille quand même. paieront très cher, ça c'est... On l'a été. J'ai une autre remarque par rapport au protocole. Excusez-moi, madame, j'ai pas mal de choses à dire. Par rapport au protocole des sages de Sion, je ne sais pas si je me trompe, mais il y a un paragraphe où il dit qu'il faut mettre en place des chefs d'État qui sont des tarés. Donc en fait, c'est explique ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Taré à tout point de vue, sur le plan sexuel, sur le plan financier, sur le plan tous. C'est ça. D'abord parce qu'ils sont tenus. Bah oui. Ouais. Alors c'est ça, et prenez l'exemple de Macron et disons... c'est un cas. Ah oui. C'est un cas. C'est un cas psychiatrique. C'est le cas. Et pas que lui, hein, il y a Gabriel Attal, Séjourné, là, Bah, c'est le même truc. Hein. c'est vraiment. Il y a des gens pour l'admirer, hein. Qui? Macron. Il y a des macronistes. Non, mais Dans ma famille. justement, vous faites très bien fait de relancer sur les protocoles. En fait, tout se trouve dans les protocoles. C'est ça. Tout a été annoncé. Et quand je vois un certain Pierre-André Taguieff
régulièrement, il apparaît, je sais pas, au moins une fois par mois, au moins, sinon plus, toujours à dire le faux, le faux, le faux. Ah ben des faux comme ça, c'est tout de même assez remarquable, Ah oui. parce que la réponse élémentaire, un faux, ah bon, comment se fait-il que depuis que ça a été annoncé, tout se passe dans l'humanité tel que ça a été Tout se annoncé? déroule. Tout se déroule. Tout à fait. Mhm. Et là, il ne peut pas répondre. Donc tout est là. Et en fait, s'il n'y avait pas vraiment la bêtise, la lâcheté des populations, ils ne se laisseraient pas manipuler comme ça. Parce qu'on a tous les éléments de réponse à tous ces mensonges historiques à toutes les époques. Ah bon, c'est Il ne faut fini. pas oublier qu'au Moyen-Orient, on a diffusé les protocoles de Sage de Sion, on les a traduits en Ah, tout à arabe. fait. Et notamment, justement, ça fait partie comment dire, du dossier politique du Hamas. C'est ça. Oui, bien évidemment. C'est Il ne significatif. faut pas oublier que l'ancien moufti de Jérusalem, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Tout a à reçu fait. la visite d'Hitler et il a même rendu visite aux milices bosniaques qui avaient intégré l'armée nazie. Oui. Et est-ce que c'est pas aussi un élément de vengeance de la part de... C'est-à-dire que les Israéliens, ils veulent aussi se venger de Ah, la mais rébellion. c'est évident, mais tout est lié. Tout est lié. Tout est lié, tout s'enchaîne. C'est fascinant d'ailleurs, justement. Il y a, dans l'histoire, ce ne sont pas des choses qui apparaissent comme ça, il y a un fil conducteur. Et à tel type de position d'un certain secteur correspond un fil conducteur. À une autre faction politique qui s'y oppose correspond un autre fil, toujours dans la logique. Il y a les deux logiques. Et c'est pour ça que je dis toujours que faut toujours faire attention à l'émergence de certaines philosophies, de certains principes. Si le principe est bon, pas de problème, parce que ses conséquences vont se développer logiquement. Si le principe est mauvais, tout aussi logiquement, mathématiquement, les mauvaises conséquences vont se développer. Il y a une logique dans les principes, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Encore vous ? Oui, toujours. Oh, excusez-moi, j'essaie d'être rare. Donc, j'ai trouvé ce très beau bouquin qui s'appelle Le Monde Juif, qui vient de sortir. C'est un pote à Harari, si vous connaissez Harari. Un pote Harari, ah oui, mon cher ami Harari. Oui. Je sais, Donc c'est son pote, et c'est une, enfin, c'est écrit évidemment par un cousin de ma grand-mère, puisque je dois le mettre le jour en Ah, j'ai dans pas ma compris. famille, et j'assume, mal mais j'assume, et c'est vraiment un bouquin à lire, parce que là il démontre qu'effectivement ils ont pratiquement tout conquis. Donc Le Monde Juif. Et puis je recommande aussi, peut-être pour ceux que ça peut intéresser, le bouquin Notre faux ami d'Amérique. Je sais pas, il vient de sortir aussi. Moi je vous enverrai les coordonnées. Hein? Donc Notre faux ami d'Amérique. Ça fait qui? Ah non, mais Harari est un élément. Harari, incontestablement, est un élément très important dans l'heure actuelle, dans la conception du monde futur. J'en ai parlé d'ailleurs dans une conférence il n'y a pas longtemps. J'en ai parlé. Harari est un esprit. Harari? Ah, faut descendre. un- Il faut ressortir la guillotine. Hein. pour la petite histoire, il est homosexuel. Bon, donc ça fait bien dans le tableau. C'est un type qui vient vous dire que bon, il n'y a pas d'indépendance de l'individu, que tout ça est fatal, etc. C'est toujours la même chose. Et puis c'est créer un autre homme. Et alors, paraît-il, c'est une chose que j'ai vue dernièrement, il paraît qu'un certain Jordan Bardella est très imbu de ces théories. Ah oui. Vous l'avez vu? Comment ça? Oui, oui. Étonnez-vous. C'est un concurrent de Attal. Oui, c'est Non. quand même. Oh, bah, c'est la même famille en tous les cas. Oui. Je recommande aussi l'interview de Ron Chaya, notre grand copain. Ça vient de sortir aussi, hein, je l'ai vu hier, je crois. Excellent. On a tout compris. Hein.
Parce qu'il nous crache bien dessus. celui-là. C'est laquelle? Bah, je sais pas par qui il était interviewé parce que j'ai pris le train, je suis partie à Paris pour. J'ai pas vu la fin, mais c'est extrêmement intéressant de l'écouter. Donc d'où il vient, comment il est devenu Ronchaya. C'est assez. Mais assez c'est extraordinaire. ça qui est extraordinaire. Ils se croient tellement à l'abri qu'ils avouent en clair ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils vont faire. Beaucoup d'arrogance. Il faut vraiment toute la lâcheté, toute la passivité de nos entités politiques, d'ailleurs pas simplement officielles, mais aussi de soi-disant opposition. Ça aide beaucoup. Alors le problème, c'est que lors des prochaines échéances électorales, pour qui voter? J'avoue que Vous vous ne pas voter. Il y a un juif Tout qui à l'heure, vous aviez parlé de Fomrat, l'assassinat de Fomrat. Dollfuss, c'était à quelle époque? Dollfuss, qui avait été assassiné. C'était avant. Ah oui, d'autres C'était c'était avant. C'était avant? Oui, à quelle c'était époque avant. Oui, c'était avant. Et ils cherchent toujours l'élément déclencheur. Ils cherchent toujours l'élément déclencheur, et on peut dire que l'élément déclencheur aujourd'hui, je ne sais pas s'ils vont y arriver, c'est ce bombardement du consulat iranien à Damas. Ils cherchent à Il y avait déclencher. déjà eu un cas comme ça pendant la Il- guerre de Yougoslavie. Il est. Hein? L'ambassade de Chine à Belgrade Oui. avait été bombardée Oui, par les oui, oui. Américains. Il est évident qu'aujourd'hui, tel que les choses se passent réellement en Israël, la seule chance de survie d'Israël, ce serait la guerre mondiale. Ils préfèrent On n'en ça sort que pas. de mourir. Ah oui, Parce qu'il n'y a pas d'autre. Et je vous dis, Ouais. Ariel Sharon, déjà à l'époque, ça remonte aux années quoi, 80 environ, déjà disait qu'il serait prêt à déclencher la guerre mondiale pour la survie d'Israël. Parce qu'il n'y a pas d'autre là. Il n'y a pas d'autre là. Ça, c'est fondamental. Ouais. Et là encore, comment c'est-il d'un certain commentateur, notamment ce malheureux Pierre Hillard, ne reviennent pas sur cet élément qui est fondamental. Après, il va peut-être vendre son livre. Hein. Comment comprendre l'adversaire si on ne sait pas qui il est? Peut-être qu'il a écrit son livre trop tôt. Mais j'ai une question sur Pierre Hillard. Quelle est la critique essentielle, la phrase clé qui le dénonce Il a pourtant bien. Mais je n'en sais rien. Ah oui. J'en sais rien. C'est inconsistant. Il se contente de nier des choses. Et essayer de voir justement son dernier entretien. Donc j'ai dit tout à l'heure que c'était sur comment ça s'appelle Géopolitique. Voilà, exactement. C'est pas quel fait. Et puis c'est pas que ça. Et à un moment donné, il dit il faut se battre. Oui, moi je veux bien, mais au nom de quel principe? Il ne définit pas. En fait, Contre des moulins à vent. son fonds de commerce, c'est de dénoncer Poutine. Il n'en sort pas. Il ne dénonce pas Poutine. Il ne fait pas que ça, il dit des vérités aussi. Oui. Il dit des belles choses. Alors il dit, oui, Mais- il dit certaines vérités, mais il enfonce que les portes ouvertes par d'autres. Oui, oui, Voilà. oui, oui. Il n'a rien inventé, il n'a pas inventé la poudre. Les analyses historiques, Euh, les fausses. Non, Il a beaucoup Je- de sources allemandes, parce que Comment je pense qu'il doit être germanophone. Non, pas. il y a... Il s'est de gâchement. Non, C'est c'est- pas bien, non. Son Pierre-Hillard, je vous assure, c'est étonnant. Parce que moi, j'ai parlé avec lui la semaine dernière et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé Monsieur pour Jean-Charles Sibelius. Gélet. Vous le savez, il a dit voilà, il est très bon qu'en 1789, on ne donne pas la nationalité française aux Juifs. Et puis ensuite, il tape bien sur les Juifs et tout. Et je lui dis y a-t-il quelque chose qui puisse vous faire qu'on vous aime pas et tout? Il a rien fait de. Je comprends pas parce qu'il a rien fait d'anormal. Il est Alors, je pense qu'il est justement, assez d'ailleurs, optimiste. pour répondre, je ne sais pas qui faisait cette observation, qui disait, pourtant il dit des choses justes. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a une contradiction chez lui que je ne comprends pas. Laquelle? Il est capable de mettre des choses contradictoires ensemble. Ah bon? Par exemple. Par exemple. Par exemple, bon, s'il fait ses déclarations sur le Oui. judaïsme, comment Oui. fait-il Oui. qu'il s'oppose à Poutine, qui est le seul élément qui nous préserve justement du mondialisme à la juive? Je ne pense pas qu'il s'oppose. Mais est-ce qu'il s'oppose à Poutine? Non.
Russie s'oppose à Poutine. C'est ça que vous lui reprochez. C'est ça que vous lui reprochez. Oui, parce que c'est quelque chose tout de même qui revient incessamment dans ces textes. Oui, il dit que Poutine, c'est un mondialiste. Non, il divise le monde, je dirais, mondialiste. Et il dit qu'effectivement, Poutine est... Alors, il essaye de faire passer la conception du monde unipolaire comme un nouveau mondialisme. Ce sont en face d'une même pièce. Ça colle pas. Non, disons une bataille entre les mondialistes. C'est ça qu'il dit. Et non. Si le monde est multipolaire, il n'est pas mondialiste. Ça, tout à fait. Si, Ça coule de source. Ah oui, c'est pas grave. Le mondialisme tel qu'on l'entend, tel qu'il est développé par certaines entités que nous connaissons, c'est la vision de gouvernance mondiale. Le bon vieux rêve de la Révolution des Françaises, la République universelle. Entre les mains de qui? Oui. Mais c'est beaucoup plus le plan, je dirais, Askénaze que le plan Abramovitch dont fait partie la Russie. Ou Lubavitch, pardon. C'est très complexe. Cette histoire des contacts entre les Lubavitch et le régime russe est très complexe. Hein. Et d'ailleurs, dans toute la politique de Poutine, ne serait-ce qu'au Moyen-Orient justement, il y a une chose qui nous surprend, qui nous désarçonne, c'est que je trouve qu'il est très patient avec Israël. Oui, il n'en parle jamais. Il est très patient, il évite de réagir. Il a peut-être ses raisons, je ne sais pas, mais c'est bizarre. Par ailleurs, on peut dire que son parcours est sans faute. Il défend bien son pays, mais là, je ne comprends pas. Ou alors a-t-il peur justement de déclencher toute la juiverie contre lui. Ceci dit, je rappellerai quand même la citation d'un homme politique juif il n'y a pas longtemps, que j'ai déjà cité d'ailleurs, que je vais vous citer de mémoire, dans lequel il reprochait à la Russie de trop aider les Palestiniens en disant que ça ne resterait pas comme ça, que Israël saurait se venger. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose de... Bon, Poutine a ses qualités, il a aussi sans doute ses défauts comme tout le monde, il y a des choses que je ne comprends pas. Elles ne sont pas logiques, en tout cas qui ne vont pas logiquement jusqu'où ça devrait aller. Mais c'est aussi une bataille entre les clans juifs. Je ne sais pas, je pense... Alors, il y a une chose, il y a tout de même une chose qu'il faut rappeler. C'est qu'une des premières choses qu'il a faites en arrivant au pouvoir, c'est de se débarrasser d'un certain nombre d'oligarques juifs. Oui. Mais pas tous. Pas tous. Donc, certains, il les a épargnés, et je pense que le marché a été de dire, bon, vous faites ce que je vous dis, je vous touche pas, mais passez pas les bornes. Donc, on a l'impression, contrairement à Hitler, justement, qu'il évite à tout prix de se mettre à dos le monde juif dans son ensemble. Mais il connaît leur pouvoir. Le problème, c'est que quand on connaît un tant soit peu le monde juif, si on n'est pas d'accord avec eux sur tout, à la virgule près, on est un ennemi. Donc on n'en sort pas. Vous savez, c'est toujours difficile d'analyser les choses et de se mettre dans la tête de quelqu'un que l'on... on ne peut que tirer que les conclusions à partir des résultats de telle ou telle prise de position politique. Là, on peut en tirer les conclusions. Quant aux motivations, pourquoi on n'est pas dans la tête de la personne et dans sa conscience. Donc, c'est pas évident. Mais là, dans la politique de Poutine, moi, je note des contradictions. Incontestablement. Par rapport au thème de la conférence et par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire que pour déclencher la Troisième Guerre mondiale, il faut qu'il y ait des étincelles, j'avais pensé, dans mon humble avis, que les étincelles seraient à l'est de l'attentat de Moscou, justement pour faire réagir Poutine. Et de l'autre côté, bien sûr, c'était l'attaque d'Israël sur l'ambassade iranienne, en violation, justement, en plus du territoire syrien.
Mais malgré ces deux gros événements, quand même assez tragiques, personne ne bouge. C'est-à-dire que j'ai l'impression, mais après, bon, dans ma petite personne, hein, je ne suis rien, que tout le monde a compris la stratégie grossière d'Israël d'amener tout le monde dans une guerre mondiale et que tout le monde se retient. C'est-à-dire du côté iranien, parce qu'on voit très bien que les Iraniens, s'ils veulent, bon, bah, ils bombardent Israël, bon, ils éliminent Israël de la carte, hein, tout simplement, et que Poutine aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les deux étincelles n'ont pas fonctionné là. Ou à moins qu'ils négocient entre eux pour en faire une grosse, ou je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'était plutôt ça, mais que tout le monde se retient. On a des gens sages quand même. Je suis bien d'accord avec Ils vous. font partie des BRICS, hein, les deux. Les deux sages font partie des BRICS. Alors, en ce qui concerne, donc j'ai dit tout à l'heure, je crois me souvenir que j'avais dit que je ne pensais pas que l'Iran attaquerait en bloc Israël. Alors, évidemment, normalement, on devrait s'y attendre. Mais je pense qu'il y a tout de même, contrairement à Israël, les Iraniens ne souhaitent pas un conflit mondial généralisé. Donc, ils vont, à mon avis, ça va être par petits conflits plus ou moins locaux qui vont continuer à affaiblir Israël plutôt que par un affrontement global, frontal. Moi, je pense ça. Je peux me tromper, on verra l'évolution de la situation, mais ils ne seront pas aussi fous que les Israéliens. Ils ne veulent pas d'un conflit généralisé. Avec les Américains qui interviendraient aussi. Alors bon, les Américains interviennent, la Russie va intervenir aussi. Donc on n'en sort pas. Donc là, vraiment, c'est marcher sur des œufs. Ils sont déjà intervenus. Ils sont déjà intervenus. Ils sont déjà en Méditerranée. Oui, bon. Bah, c'est plutôt de la gesticulation. Les Américains avec Biden, ils jouent à l'humanitaire. En même temps, il envoie des bombes à Israël pour les utiliser sur Gaza. C'est l'éternelle hypocrisie anglo-saxonne. Une chose qui m'a toujours fait hurler, c'est quand on me parle de fair play anglais. C'est une constante. Non, c'est de la fourberie, là, c'est pire que ça. J'ai une question plutôt pour la France au niveau national et pour la paix nationale intracommunautaire. Que pensez-vous du retour des soldats binationaux de Tsahal qui se sont filmés sur Telegram en commettant des atrocités, des massacres et des meurtres? Tout à fait. Et des viols. Des sévices. Des sévices. On n'est même plus dans le viol, là c'est des sévices. Oui. Que des sévices qui retournent et qui font des conférences à Levallois. Bon, ça a été annulé à Levallois, mais ça a été reporté en fait. Ça n'a pas été annulé, c'était reporté dans un autre endroit. Que pensez-vous? Est-ce que c'est. J'ai l'impression qu'ils veulent aussi créer une guerre civile ici. Ah oui, c'est pas exclu, ce n'est pas exclu. Bon, je suppose que ça a été reporté parce que le pouvoir public a tout de même peur des conséquences. Ça a été reporté. Ça a été reporté, dans mais une autre salle. En général, quand c'est reporté, c'est un petit enterrement. On verra. J'espère. Non, mais il est évident que le pouvoir qui nous a imposé toute cette immigration, tout de même à forte majorité musulmane, se retrouve avec une masse hostile. Et dans la mesure où certains événements du Moyen-Orient les concernent, le pouvoir politique est malvenu de venir s'en plaindre. C'est le retour de bâton, le retour du boomerang. Enfin, les populations musulmanes, bon, il y a le grand patronat qui a fait venir, mais qui a bien utilisé entendu, c'est pas moi qui vais descendre le grand patronat. Il est évident que le départ de l'immigration, ça a été un mauvais calcul financier de ces entreprises qui, plutôt que de moderniser leur outil de production, ont voulu faire venir la main-d'œuvre bon marché. Mais elle n'est pas restée longtemps bon marché, parce que le Parti communiste et autres associations ont fait valoir leurs droits. Oui. Ils doivent être payés comme les... Et le problème, justement, sur ça... Comme les Français. Non, c'est vous qui avez le bras. Oui, donc je disais toujours, effectivement, et ça n'a pas changé, le grand patronat se met de l'argent dans les poches et il laisse le petit peuple payer la casse. Ben, bien vous licenciez, bien c'est moi entendu. qui ai des prélèvements. Bien sûr.
Et les gens ne le pensent pas, mais non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Et rappelez-vous l'exemple quand même assez criant de Boeing. Boeing qui, parce qu'il a voulu serrer ses dépenses, a balancé, a licencié les bons éléments qu'il avait chez lui, a fait venir des sous-traitants de pays et autres qui ne savaient pas, a fait travailler dans le cadre du wokisme des gens qui... Et vous avez vu les éléments quand ça figure. Tout à fait. Tout à fait. C'est- Exactement. On y Non, échappe non, pas, mais ça. c'est. Que voulez-vous? Dans un monde où le seul Dieu, Ah, c'est l'argent. c'est l'argent, il ne faut pas nous donner des conséquences. Moyen. C'est pas bon. Ouais. Quelqu'un peut-il nous dire si c'est quelque chose du développement de l'enquête sur l'attentat de Moscou? Ah, si, on sait, mais ce que vous en pensez. Ce que j'en sais, ce que j'en sais, c'est que les C'est pas Russes moi. disent que ce n'est pas l'État islamique. Oui, mais ça aussi. Donc, Ça pourra. suivez mon regard. Ah, oui, là. Pas évident. Lors des attentats, quelques jours plus tard, sur Internet, plusieurs personnes ont exprimé un avis. Ils ont analysé des images qu'il y a eu lors de l'amphithéâtre. Ils ont dit qu'il y avait la présence d'agents du FSB en pleine attaque. Ils étaient tous vêtus de bleu. J'ai vu ça. Alors là, va être une vraiment, question. ça me semble tiré Ça par va- les cheveux. Justement, ça va être une question parce que même moi, je m'interroge. Bon, je mets ça de côté. Parce qu'il y a Louis Divergent, il est partisan de cette théorie, comme quoi ils étaient tous à fait au courant, ils avaient un comportement très très calme, ils s'échangeaient des informations, et après, ce sont les mêmes personnes qui ont attrapé les assaillants aux frontières de l'Ukraine. Donc, quel est votre avis là-dessus? Moi, j'en ai pas. Hein. Alors, j'ai vu l'information, j'avoue que ça m'a paru particulièrement tiré par les cheveux. Alors, première observation, qui est lors de grandes manifestations, des agents du FSB, pour surveiller comment ça se passe, ça me semble tout ce qui est le plus logique. Qu'ils aient été les agents déclencheurs de l'affaire, ça je ne crois pas du tout. Non, c'est de la manipulation, ce truc. Non, c'est fake news. Insatiable. C'est tellement passionnant. Quelle bavarde. Absolument. Très féminin, ça. Non, certaines femmes. C'est mon petit défaut. Alors, il faut aussi savoir ce qui se passe aux États-Unis, hein, parce que vous savez qu'il y a quand même cette volonté, toujours des ennemis, de métisser le monde. Hein, on va tous se mélanger, village global, ça c'est bon. Avec ça a commencé avec Kalergi, ou Kalergi, je ne sais pas comment on prononce. Kalergi. Ça dépend. À l'allemand, c'est Kalergi? Je pense que c'est ça. Oui. Enfin, moi, je dis Kalergi, en tout cas. Ben, du coup, ça m'a troublé. Ah oui, donc vous savez ce qui se passe maintenant au Texas. Enfin, c'est assez passionnant. Eux aussi sont inondés de toute comment dirais-je, une nouvelle population qui vient surtout du Guatemala d'ailleurs, et puis un autre pays Du Mexique déjà pour commencer. Ils sont latinos, quoi. Oui, enfin les latinos, d'accord, mais surtout pas n'importe qui. Hein. C'est écrit sur le volet, ces gens-là. Hein. Donc c'est tout à fait passionnant de voir que même les États-Unis aussi sont en très très mauvaise position à l'heure actuelle. Mais c'est évident. Mais d'ailleurs, on ne fait pas attention à une chose. C'est que le Deep State travaille lui-même contre les intérêts profonds des États-Unis. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, les Américains, c'est le mondialisme. C'est très Les artificiel. pays ne les intéressent pas. Il faut que les pays disparaissent pour que le projet mondialiste puisse s'installer. Absolument. C'est tout. Non, y compris la maison mère. Bien sûr. Le politique. Ouais. Les États-Unis, c'est une construction maçonnique. Hein. Le Texas, le Nevada et la Californie appartenaient au Mexique avant. Bien entendu. Et puis surtout, on aurait pu. D'ailleurs, il n'y a pas que les États-Unis, parce que quand on sait que la capitale mondiale des LGBT était Tel Aviv, et qu'une grande partie de l'armée de Tsahal sont des membres LGBT, oui. On voit les vidéos, on voit qu'il y a un effondrement, entre guillemets, civilisationnel. Moi, je ne les considère pas comme une civilisation, parce que même Gustave Le Bon, il a dit, il a renié que la communauté juive était tout sauf une civilisation. Ça a toujours été une nébuleuse qui n'avait pas d'État, et c'est d'ailleurs son point fort. De toute façon, on ne peut pas dire que les États-Unis soient une civilisation, c'est un camp de réfugiés. Non, c'est un ego. C'est un ego. Et en plus, elle aurait dû être anglophone, francophone
et hispanophone. Anglophone avec les 13 colonies, la francophone avec la Nouvelle-France et la Louisiane, ancienne formule, hein, Old Formula, anglo-biche, et puis bien sûr ce qui restait encore de l'Empire espagnol. Donc on n'aurait pas les États-Unis. D'accord. Bon. Oui. Pour revenir au Moyen-Orient par rapport à ce que vous disiez concernant l'affaiblissement de... En fait, ce conflit, ce génocide au Moyen-Orient montrait la faiblesse de Tzahal, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça, c'est juste une remarque, ce n'est pas une question. C'est qu'en même temps, ce génocide a mis en exergue, à mon sens, les mensonges millénaires du judaïsme. C'est-à-dire que, en fait, avec tout ce qui circule dans les réseaux sociaux, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, se sont intéressés à l'histoire du judaïsme, et même à la Torah, et même au Talmud, et ont vu que tout n'était pas rose, et que tous les mensonges avec l'Exodus, avec même, excusez-moi, mais avec l'Holocauste, etc., c'était un peu plus à nuancer, et qu'ils n'étaient pas si clairs que ça dans l'histoire. Ouais. Et le martyr palestinien, le martyr des Palestiniens, a au moins servi, malheureusement, parce qu'il y avait beaucoup de casse quand même, à mettre en exergue tout le mensonge du judaïsme, à mon sens, mais voilà, c'est mon opinion. Et je pense que cette mise en exergue de ces mensonges a été possible chez les musulmans par rapport à deux choses, les musulmans français. C'est l'émergence des réseaux sociaux, l'émergence de l'Internet et des réseaux sociaux. On a vu que la véritable information émanait des réseaux sociaux. On l'a vu pendant la crise du Covid, où il y avait vraiment une bataille de l'information, le fake avec la télé, les mainstream, et la véritable information avec les réseaux sociaux. Et cette mise en exergue du mensonge du judaïsme, selon moi, a été permise aussi au fait que les musulmans, au bout de la 3e ou 4e génération de présence en France, au moins, s'est embourgeoisé et est devenu de plus en plus éveillé. C'est vrai. Et avec un enracinement cultivé, puisque bon, dans l'islam, une des premières phrases c'est étudie, donc les livres. Donc des gens musulmans pratiquants étudient et qui se sont embourgeoisés, grâce aux réseaux sociaux, ont permis de diffuser et de révéler les mensonges du judaïsme. Oui, je pense que cette communauté peut être une grande force avec, bon, je le réitère, avec la communauté chrétienne. C'est évident, c'est d'ailleurs pour ça que nos entités politiques, à commencer par un certain Jacques Attali, demandent à corps et à cri l'interdiction des réseaux sociaux. Oui. Mais le même Jacques Attali a déjà parlé de la bourgeoisie musulmane qui émanait en France il y a plus de 20 ans. Et maintenant, justement, le problème, c'est que ça se retourne contre eux, quoi, parce que c'est... Le retour du boomerang. Voilà, ils ont fait venir ces masses musulmanes. Alors, je ne veux pas généraliser, c'est évident. Mais il y a tout de même, dans cette immigration musulmane, il y a des gens qui n'ont rien à faire chez nous. On est d'accord. On ne pourra jamais rien en faire. Ah bah ça, c'est absolument... Et c'est au détriment du reste des autres musulmans. Ça, c'est absolument certain. Oui. D'où, justement, le succès qu'ont mes conférences auprès des musulmans. C'est incroyable le nombre de courriers que je reçois de la part des musulmans. Et d'après l'un de mes collaborateurs, il paraît que le deuxième pays où je suis le plus écouté après la France, c'est l'Algérie. C'est le Maroc. C'est normal. Bon. L'Algérie, ce sont des révolutionnaires. Donc il est évident, oui, je crois qu'il y en a beaucoup qui regrettent qu'un certain Charles de Gaulle nous en ait fait partir. Donc, c'est le retour du boomerang. Ils ont cru, en faisant faire venir ces masses musulmanes, nous submerger pour détruire la France chrétienne, ça leur retombe sur la figure maintenant. D'où les déclarations d'un Goldnadel, dont les déclarations de toutes ces entités juives, soi-disant alliées des patriotes. Mais c'est par peur des juifs, c'est pas pour nous. C'est par peur des juifs, c'est tout. Mais qui les a fait venir sinon leur... C'est pour ça, quand Zemmour a fait de grandes tirades contre l'immigration, bon, on pourrait dire bravo. Et pourquoi il ne dénonce pas le rôle des entités juives qui ont poussé justement à la décolonisation et à l'immigration-invasion? Ah non, jamais.
Donc c'est un escroc. Zemmour, il sera honnête quand il ira au bout de son raisonnement. Oui. Bon, il s'arrête. Il ne parle jamais du décret Crémieux. Il voudrait que maintenant, et notamment, il y a un texte de Gonadel que j'ai cité à plusieurs reprises et que je vais reciter de mémoire, quand il dit qu'il faut imposer aux catholiques de s'allier à nous pour pousser les musulmans dehors. Ah oui, mais qui les a fait venir? C'est toujours les gars par proxy, alors c'est jamais eux qui... Maintenant qu'ils reçoivent en plein dans la gueule le mouvement, ils peuvent aller pour les aides. Des intermédiaires, on appelle ça la gueule. Utiliser les Utiliser intermédiaires. Très bien. Bon, on arrête là? Oui, merci. Merci à vous.